Bonjour à tous, un grand merci à la filière FAI2R de m'inviter aujourd'hui à présenter les nouveaux critères ACR-ELAR dédiés au syndrome des antiphospholipides. Je m'appelle Stéphane Zuilly, je suis PEPH de médecine vasculaire au CHU de Nancy, récemment labellisé centre constitutif de référence dédié aux maladies auto-immunes dont le SAPL. Mes liens d'intérêt sont les suivants, non en lien avec la présentation ce jour. Donc le SAPL est plus ce que nous pensons. Le SAPL a été défini avec des critères de classification en 1999, ceux de Sapporo, mis à jour en 2004 puis publiés en 2006 à l'occasion du congrès ISTH à Sydney, avec des critères qui disaient qu'un patient présentant une thrombose ou des complications obstétricales en présence d'anticorps antiphospholipides était associé à un syndrome des antiphospholipides tel qu'il était défini à cette époque. 2006, cela dure depuis un certain temps, et vous savez tous au jour le jour que la présentation clinique des patients présentant un syndrome des antiphospholipides est bien plus large que la thrombose ou les complications obstétricales. Vous connaissez tous également des manifestations non critères, qui sont des manifestations qui n'étaient pas incluses comme critères de classification dans les critères de Sydney, et vous connaissez le spectre du SAPL, comprenant des patients porteurs d'anticorps et asymptomatiques, qu'on ne peut pas classer comme ayant un SAPL, des patients présentant des thromboses artérielles ou veineuses, des complications obstétricales, les atteintes non critères, les atteintes microcirculatoires, et évidemment le SAPL catastrophique qui fait partie des manifestations les plus graves. Ce spectre des manifestations cliniques est très large, et la question qui s'est posée lorsque nous avons dû refondre les critères de classification était de savoir comment allons-nous définir et classer ces patients. Les limites des critères actuels, critères de Sydney, sont les suivants. J'essaierai de les résumer. Premièrement, il y a une représentation de manifestations qui sont hétérogènes, avec des manifestations qui ne font pas partie des critères actuellement, comme les manifestations non critères dont je vous parlais il y a quelques instants. La deuxième chose, c'est que les thromboses ne sont pas stratifiées sur les facteurs de risque. On peut imaginer qu'un patient avec un profil biologique très faible associé à une thrombose provoquée, comme une thrombose veineuse provoquée, pourrait se faire poser la question si ce patient serait réellement classé comme un syndrome des antiphospholipides. Et tous les jours également, nous stratifions nos patients selon le profil biologique, puisqu'on sait très bien maintenant que certains profils biologiques sont plus à risque. Et enfin, la définition claire de chaque critère peut être améliorée, puisqu'on se rend compte que certaines manifestations pourraient avoir des définitions beaucoup plus spécifiques que celles actuelles. J'aimerais vous rappeler l'importance de la différence entre des critères de classification et des critères diagnostiques. Tout d'abord, les critères de classification sont dédiés à identifier des groupes homogènes qui représentent la majorité des patients présentant le syndrome, par rapport à des patients qu'on pourrait inclure qui correspondraient à toutes les manifestations possibles dédiées à ce syndrome. Deuxièmement, cette homogénéité est un point très important, à savoir que le but n'est pas de capturer l'ensemble de l'univers des manifestations, mais plutôt la majorité des patients qui présentent ces manifestations-là. Troisième chose, les critères de classification n'ont pas d'impact sur la prise en charge financière ou le remboursement au niveau médical. Et enfin, l'impact sur le traitement est différent, puisque des critères de classification sont dédiés à la recherche pour identifier ces fameux groupes homogènes de patients représentant la majorité des patients. Et ce but-là est très clair et très différent des critères diagnostiques, et ces critères de classification ont un simple but, c'est d'être extrêmement spécifiques. Et la spécificité est importante. Donc la quête que nous avons menée depuis maintenant 8 ans a été de déterminer pour la recherche des critères spécifiques pour identifier des groupes homogènes de patients avec une probabilité d'avoir un syndrome des antiphospholipides élevée. Alors, je vais vous poser des questions sur certains cas cliniques maintenant, en vous disant, voilà, quel est le patient à droite ou à gauche qui serait plus spécifique pour être associé à un syndrome des antiphospholipides. Vous avez un patient de 48 ans avec de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire qui présente un AVC ischémique et un profil biologique que vous voyez avec une association d'anticoagulants circulants et d'anti-bêta-2-GP1 à 80 unités GPL en ELISA. Et je le compare cette fois-ci au même patient
mais qui n'a pas le même profil biologique, qui a seulement des IgM, anti-bêta-2-GP1 29, pour une norme au laboratoire qui est ramenée à 20. Ma question est quel patient, à gauche ou à droite, qui serait plus associé, qui aurait une probabilité élevée d'avoir un syndrome des antiphospholipides? Je n'ai pas vos réponses, mais je peux présumer que vous pourriez dire que le patient de gauche serait plus spécifique, et vous voyez d'emblée que le profil biologique est associé à modifier votre jugement et est associé à des probabilités d'avoir un syndrome des antiphospholipides qui sont différents. Deuxième cas, le même patient avec 48 ans, homme, facteur de risque cardiovasculaire, AVC ischémique avec le profil biologique que vous voyez ici, et je le compare au même patient qui fait cet AVC avec le même profil, mais cette fois-ci sans aucun facteur de risque cardiovasculaire. Ma question est quel patient a la plus haute probabilité d'avoir un syndrome des antiphospholipides? Là, je ne connais pas votre réponse également, mais je dirais plutôt que les patients de droite seraient plus spécifiques, et vous voyez d'emblée que la présence de facteurs provoquant la thrombose sont très importants pour pouvoir jouer sur la probabilité d'avoir un syndrome des antiphospholipides. Dernière question, ce même patient avec un antécédent d'AVC ischémique versus le même patient, mais qui a également des antécédents d'embolie pulmonaire et d'endocardite de Lehmann-Sachs. Je vous pose la même question, et bien la réponse est de se dire, oui, en effet, ce patient qui a tous ses antécédents, endocardite de Lehmann-Sachs, hypertension, embolie pulmonaire, AVC ischémique, a une probabilité plus élevée d'avoir un syndrome des antiphospholipides. Et c'est là qu'on se rend compte que le fait d'avoir une manifestation versus plusieurs peut impacter le choix et la probabilité d'avoir un syndrome des antiphospholipides. Donc voici les trois facteurs qui peuvent jouer sur votre jugement de classer les patients comme ayant un syndrome des antiphospholipides: le profil biologique, le caractère provoqué et la présence de facteurs de risque cardiovasculaire vis-à-vis de la thrombose, et la présence également d'une ou de plusieurs manifestations cliniques rentrant dans le cadre de ce syndrome. Et donc comment avons-nous fait depuis 8 ans maintenant pour pouvoir avoir suffisamment d'évidence pour prendre en compte ces particularités et les inclure dans les critères de classification? Les manifestations hétérogènes, la stratification du risque selon les facteurs de risque et le profil biologique. Eh bien, ce que nous avons fait déjà, c'est de comprendre ce qu'était le syndrome des antiphospholipides au-delà des manifestations obstétricales et de la thrombose, en faisant des méta-analyses successives vis-à-vis de tous les critères qui n'étaient à ce jour pas rentrés comme critères de classification. Nous avons méta-analysé plusieurs manifestations. Vous voyez ici dans ce tableau l'atteinte valvulaire, l'hypertension pulmonaire, le livédo, la thrombopénie, l'atteinte rénale et l'anémie hémolytique. Et on se rend compte dans cette diapositive que tout ce qui est en vert et toutes les boîtes vertes correspondent à des associations significatives avec les tests biologiques que vous avez en abscisse. Les tests les plus associés aux manifestations sont l'anticoagulant circulant et les anticorps anticardiolipine IgG. C'est des choses qui étaient déjà connues, sauf pour les manifestations hématologiques comme la thrombopénie ou l'anémie hémolytique. Et on s'est bien rendu compte que des manifestations étaient clairement associées au syndrome des antiphospholipides, et même s'il existe une hétérogénéité de manifestations au-delà de la thrombose et de l'obstétrique, c'est que ces manifestations avaient leur place. D'autre part, on s'est bien rendu compte également de l'impact du profil biologique sur les manifestations et sur l'association au risque, la magnitude du risque des manifestations, et c'est là qu'on se rend compte que certains profils qui étaient déjà connus pour la thrombose ou l'obstétrique, comme l'anticoagulant circulant de type LUPIC ou les IgG, étaient plus associés au risque d'avoir des manifestations cliniques liées au SAPL que les autres types de biologie. Nous nous sommes aussi basés sur des task force et des groupes dédiés, sur des revues de la littérature, des consensus de Delphi, des analyses spécifiques. Nous avons fait par exemple cette étude sur 1000 patients qui s'est intéressée à l'intérêt additif des IgM par rapport au profil biologique actuel IgG et anticoagulant circulant sur les risques de thrombose. Et tout ceci nous a permis de pouvoir faire des choix que je vais vous présenter dans quelques instants. Et enfin, pour essayer de mieux définir les définitions des manifestations, nous nous sommes intéressés à essayer de rentrer dans les détails pour essayer de donner des définitions les plus claires et spécifiques possibles. Je vous donne ici l'exemple de la définition des manifestations valvulaires qu'on peut diagnostiquer à l'échocardiographie transthoracique. Et bien on se rend compte de quoi? On se rend compte que le seuil qui était donné dans les critères de Sidney auparavant à 3 mm était clairement non spécifique pour définir un épaississement valvulaire. On s'est rendu compte que les patients, en moyenne, dans l'ensemble des études de la littérature, qui était un gros travail de
revue systématique nous a permis d'identifier que entre 3 à 5 mm, c'était la taille moyenne des valves chez les patients SAPL. Est-ce que tous les patients ont une atteinte valvulaire? Bien sûr que non. Donc il a fallu augmenter le cut-off pour être d'autant plus spécifique. Et nous nous sommes également basés sur les critères internationaux de la World Federation sur l'épaississement valvulaire tel qu'il est reconnu en fonction de l'âge, en fonction du type de valve. Donc voyez, on a augmenté la spécificité pour identifier les patients ayant réellement un syndrome des antiphospholipides dans le cadre de critères de classification dédiés à la recherche. Et ensuite, nous avons appliqué les critères de méthodologie de l'ACR et de l'ELAR avec différentes étapes, 4 phases. Une première phase dédiée à la génération d'items. La question était de savoir qu'est-ce qui est réellement associé au syndrome des antiphospholipides. La deuxième phase qui était de réduire les items. Peut-être qu'on avait 150 choses associées aux antiphospholipides, comme la migraine ou éventuellement d'autres manifestations, mais est-ce qu'elles sont toutes réellement spécifiques et est-ce qu'elles peuvent bénéficier éventuellement d'une inclusion comme critère de classification? La question était la suivante. Eh bien sûr que non. Si on a 150 manifestations potentiellement associées, simplement un certain nombre réduit pouvait être rentré comme critère. Et donc la deuxième phase était de réduire les critères, les items, ensuite de donner un poids pour chacun des critères, de raffiner les analyses et de valider cela sur des cohortes indépendantes pour pouvoir ensuite obtenir les critères de classification et finir les 4 phases. Cela donne ce que vous connaissez déjà, par exemple, dans le cadre du lupus, avec des critères et des variables différentes, qu'elles soient biologiques ou cliniques, un certain nombre de points pour chacun des critères, et si la sommation des points nous permet d'être au-delà d'un certain seuil, eh bien nous pouvons conclure à la présence d'un lupus. Eh bien c'est ce que nous avons fait, nous avons adopté exactement la même méthodologie, et voici les résultats, qu'est-ce que cela donne, et je remercie l'ensemble de mes collègues, évidemment, Dr Khan, Meda Barbaya, et notamment pour m'avoir prêté cette diapositive lorsque nous avons présenté les critères pour la première fois à Philadelphie à l'ACR en 2022. Voici comment cela fonctionne. Première étape, critères d'entrée. Et vous voyez sur la droite le tableau des critères résumés qui sont présents dans les publications et je vais vous les décrypter. Le critère d'entrée correspond à un critère qui est nécessaire et obligatoire pour pouvoir commencer à classer votre patient. Ces critères sont les suivants. Il faut que le patient présente au moins un des critères cliniques dans les 6 domaines cliniques que je vais vous présenter dans quelques instants, plus au moins un test ou plus, antiphospholipides, à taux modéré ou élevé, dans les 3 ans entre la manifestation clinique et l'identification de la biologie antiphospholipide. Si vous n'avez pas ça, ce patient ne peut pas être classé. Si vous avez ça, vous pouvez aller plus loin. La deuxième étape est de pouvoir identifier les critères cliniques et de savoir si on a suffisamment de critères cliniques et de spécificité pour valider l'étape critères cliniques. Mais critères cliniques, il y a 6 domaines. Les domaines, je vais vous les présenter comme je vous le disais tout à l'heure. Ils prennent en compte la stratification sur les facteurs de risque cardiovasculaire et prennent en compte également la stratification sur le nombre de manifestations. Plus il y aura un nombre important de manifestations, plus la probabilité d'avoir un SAPL sera élevée. Ne comptez pas un des critères si vous avez une hypothèse étiologique autre qui serait plus probable vis-à-vis de la manifestation. Je donne un exemple. Vous avez un patient qui est sous chimiothérapie, qui, quelques jours après la chimiothérapie, présente une thrombopénie. Si votre patient vous posez la question d'un SAPL et que vous voulez compter les points pour la thrombopénie, ma question est de savoir, est-ce que cette thrombopénie ne serait pas plus liée à la chimiothérapie plutôt qu'à la présence des antiphospholipides? Donc si vous avez un diagnostic différentiel pur probable, ne comptez pas ce critère. D'autre part, dans chaque domaine, dans les 6 domaines, au sein d'un même domaine, vous ne devez compter que le critère qui a le plus de points. Si vous avez 2 choix, 1 point et 3 points, et que le patient remplit ces 2 critères-là, ne comptez pas 3 plus 1, mais comptez simplement celui qui a plus de points. De la même manière, pour les domaines de laboratoire, il y en a 2, je vais vous les présenter, qui prennent en compte la stratification sur le profil biologique et également l'adjonction de différents critères biologiques, la sommation de ces manifestations ensemble qui peuvent aboutir à une probabilité plus élevée d'avoir un syndrome des antiphospholipides. Et donc au final, pour pouvoir classer votre patient, il faut que vous ayez au moins 3 points des domaines cliniques et au moins 3 points ou plus des domaines biologiques. Lorsque vous répondez à ces 2 critères-là, 3 points ou plus cliniques et 3 points ou plus biologiques, vous pouvez classer votre patient comme ayant un syndrome des antiphospholipides. Alors les domaines sont les suivants. Premier domaine, atteinte
macrovasculaire, thrombose veineuse, venous thromboembolism, ou thrombose artérielle, et vous voyez d'emblée qu'il y a deux types de thromboses, provoquées ou non provoquées. Il existe des tableaux dans la publication permettant de pouvoir définir ces patients qui présentent une thrombose provoquée ou non, et cela sera très important, et cela nous forcera à d'autant plus avoir des informations pertinentes pour nos patients et pour classer les patients homogènes dans des essais. Deuxième domaine, l'atteinte microvasculaire qui ne faisait pas partie, pour certaines manifestations, eh bien, des critères précédents. Vous voyez ici par exemple le livédo et l'atteinte rénale qui existait auparavant, l'hémorragie pulmonaire ou également l'atteinte cardiaque microvasculaire identifiée à l'IRM ou les hémorragies des surrénales qui faisaient partie des points importants et que nous avons ajoutés. Et vous voyez ici deux grandes classes, l'atteinte microvasculaire suspectée ou l'atteinte microvasculaire confirmée. Et donc cette différence est extrêmement importante. Plus on est certain du diagnostic, plus la probabilité est élevée d'avoir un SAPL et plus le nombre de points compte. Le domaine obstétrical, qui est d'autant plus spécifique que le nombre de points augmente, avec comme critère le plus spécifique une prééclampsie associée à des signes d'insuffisance placentaire, avec ou non une complication à type de mort fétale. Et deux autres domaines qui rentrent en jeu, l'atteinte cardiaque valvulaire et la thrombocytopénie, qui ne faisaient pas partie des critères précédents. En ce qui concerne les deux domaines biologiques, vous avez d'une part le test anticoagulant circulant et enfin les tests ELISA, anticardiolipide anti-bêta 2, qui font partie des critères et dont la probabilité d'avoir un syndrome des antiphospholipides augmente selon le profil. Plus vous avez des taux élevés, plus les IgG sont présents par rapport aux IgM et plus vous aurez de points. Il faut noter qu'à l'heure actuelle, il a été décidé au niveau international de restreindre les critères de classification aux ELISA actuels. Je sais qu'il existe des plateformes automatisées et des travaux sont en cours pour identifier des concordances de seuil entre les seuils qui ont été identifiés dans ces critères de classification, 40-80, et les plateformes automatisées dont les seuils peuvent être complètement différents. Au final, les performances de ces nouveaux critères, comparées aux critères de classification de Sydney, sont meilleures en termes de spécificité, clairement, avec une augmentation de la spécificité. C'était le but, et c'était la commande de la CR et de l'ELAR d'obtenir des critères d'autant plus spécifiques. Et maintenant, je vais vous poser les mêmes questions que les cas initialement, en finissant sur les vignettes cliniques que je vous avais présentées en quelques minutes, pour vous montrer comment on peut appliquer l'identification de patients classés comme ayant un syndrome des antiphospholipides. Je reprends le patient atteint d'AVC ischémique avec, sans facteur de risque avec un profil biologique différent. Si vous appliquez les critères de classification, vous vous rendez compte que le patient de gauche remplit les critères, il a plus de 3 points en clinique et plus de 3 points en biologie, alors que le patient de droite ne répond pas aux critères de classification. Vous pouvez classer le patient à gauche. Ces deux patients-là, cette femme de 48 ans avec un cancer actif et une embolie pulmonaire, vous posez la question, de la même manière vous comptez le nombre de points, tel que cela est montré sur la diapositive, et vous rendez compte que la patiente de droite uniquement peut être classée comme ayant un syndrome des antiphospholipides pour être spécifique, et rentrer ces patients spécifiques dans des essais, dans des études. Enfin, ce troisième patient, avec cette sommation de manifestations cliniques, qui, lorsqu'on applique les critères de classification, répond aux critères cliniques et biologiques, alors que le patient de droite ne le répond pas, vous pouvez vous rendre compte que vous pourriez classer le patient de gauche et non pas le patient de droite. Alors tout ceci est bien évidemment plus complexe par rapport à ce que cela existait auparavant, et par conséquent, nous avons anticipé pour vous offrir un calculateur en ligne assez complexe, parce que comme vous avez pu le voir, cela dépend de beaucoup de choses, et ce calculateur en ligne est disponible sur le site que vous pouvez voir. N'hésitez pas à l'utiliser, il est actuellement en anglais, mais il sera traduit en français, en parallèle d'un autre calculateur qui est en cours sous l'égide de l'ACR. En conclusion, je suis ravi de vous présenter ces critères qui ont eu un objectif, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer les critères précédents avec une représentation d'un plus grand nombre de manifestations, même si elles sont hétérogènes, et des critères très spécifiques. Nous avons pu identifier également des classifications selon le facteur de risque cardiovasculaire et le profil biologique, et que les définitions de chacun de ces critères sont extrêmement précises pour pouvoir être certain de parler le même langage pour l'inclusion des patients dans ces critères de classification. Et donc ils ont été développés avec une méthode la plus rigoureuse possible et surtout avec une approche multidisciplinaire internationale.
Et nous espérons que cela permettra d'être un socle extrêmement clair et permettant de pouvoir construire de la recherche dans le cadre du syndrome des antiphospholipides de manière robuste. J'aimerais remercier l'ensemble des investigateurs qui ont été sollicités, qui ont participé à l'ensemble des phases, de la phase 1 à la phase 4, mes collègues très chaleureusement, le COPIA de Rekerkan aux États-Unis, Meda Barbaya, co-premier auteur avec moi dans ce travail-là d'importance, et sans qui, évidemment, tout ce travail ne serait pas possible. Et je finis avec quelques liens pour des ressources, notamment le PNDS, syndrome des antiphospholipides, récemment publié grâce à la filière. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.